Le stylo crissait contre le portefeuille en cuir avec un son qui ressemblait à celui d'un minuscule insecte en train de mourir. Pour Chloé Martin, chaque son dans la salle à manger feutrée et luxueuse était amplifié. Le tintement des glaçons dans un verre d'eau, le murmure étouffé d'une transaction boursière, les pas légers et silencieux de ses collègues serveurs. Mais c'était le crissement de ce stylo particulier, un mint blanc argenté tenu dans la main de l'homme dans la banquette d'angle, qui faisait crépiter l'air. Il ne signait pas seulement une note de carte de crédit. Il rendait un jugement. Et quand il a finalement levé les yeux, ses yeux de la couleur d'un ciel d'hiver ne contenaient aucune chaleur, seulement un verdict glacial et dédaigneux qui allait raviver un feu qu'elle pensait éteint depuis longtemps. Le Moineau Doré n'était pas seulement un restaurant. C'était un théâtre perché au 47e étage d'un gratte-ciel surplombant le jardin des Tuileries à Paris. C'était une scène où des contrats étaient signés, des alliances forgées et des fortunes célébrées. La clientèle était une liste triée sur le volet de l'élite parisienne, et le personnel devait être des interprètes silencieux et impeccables dans un ballet nocturne de service. Chloé Martin, à 28 ans, se sentait comme un fantôme hantant la production. 6 mois plus tôt, elle avait été l'une des architectes de ce théâtre. Pas au sens propre, mais au sens humain, depuis un bureau d'angle 30 étages plus haut dans le même immeuble. Elle avait été la directrice nationale de la formation et de l'expérience client pour le groupe de restauration Aurélien, la société mère du Moineau Doré et de 2 douzaines d'autres établissements haut de gamme à travers le pays. Son chef-d'œuvre était un document de 250 pages relié en cuir bleu marine intitulé « La méthode Aurélien ». C'était plus qu'un manuel de formation. C'était une philosophie. Il détaillait tout, de l'angle précis auquel une bouteille de vin devait être présentée, 85 degrés pour montrer l'étiquette sans goûter, à la méthode en 3 étapes pour gérer une plainte, écouter, compatir, résoudre. Elle y avait consacré 2 ans de sa vie, menant des groupes de discussion, observant le personnel et analysant des téraoctets de données sur les retours clients. C'était son bébé, son magnum opus. Le programme qu'elle avait conçu avait augmenté la fidélisation de la clientèle de 18% à l'échelle de la chaîne. Plus important encore pour elle, avait diminué le turnover du personnel de 22%, car il donnait du pouvoir aux employés, leur offrant autonomie et un sentiment de fierté. Puis le marché a connu une correction, un terme poli pour un bain de sang. L'action d'Aurélien a chuté. Un nouvel actionnaire majoritaire agressif a exigé une rationalisation. C'était un autre terme poli. Chloé, ainsi que tout son département, a été considéré comme une dépense de luxe. Le PDG, un homme nommé Arthur Caldwell, qu'elle avait autrefois respecté, lui avait annoncé la nouvelle avec une expression peinée qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ce n'est pas personnel, Chloé. Ce sont juste les chiffres. Nous devons dégraisser. Le gras était sa carrière, son salaire à 6 chiffres en euros, et sa fierté. L'indemnité de licenciement était décente, mais elle ne durerait pas éternellement. Pas à Paris. Pas quand sa jeune sœur, Sophie, comptait sur elle pour l'aider à payer ses frais de scolarité à la Sorbonne. Alors, avec un master en gestion hôtelière et la paternité secrète de la Bible de l'entreprise sous le bras, Chloé Martin avait ravalé ce qui lui restait de fierté et enfilé un tablier. Elle avait utilisé une version légèrement différente de son nom sur sa candidature et avait postulé à l'établissement phare, le Moineau Doré. L'ironie était une pilule amère qu'elle avalait quotidiennement. Le directeur du recrutement, un homme aimable mais stressé nommé Franck, avait jeté un œil à son CV, noté la période d'inactivité, et écouté son histoire fabriquée de toutes pièces sur le temps qu'elle avait pris pour s'occuper d'un parent malade. Il l'avait embauchée sur le champ, impressionné par son assurance. Il n'avait aucune idée qu'elle avait écrit les questions d'entretien même qu'il lui posait. Maintenant, elle vivait les mots qu'elle avait écrits. Elle accueillait les clients avec le sourire chaleureux mais discret détaillé à la page 17. Elle récitait les suggestions du jour en utilisant le langage sensoriel évocateur qu'elle avait peaufiné à la page 54. Elle était une employée modèle. Elle était aussi invisible, un fait qui la protégeait tout en rongeant son âme. Sa seule véritable confidente au restaurant était Isabelle, Easy, Garcia, une serveuse fougueuse et perpétuellement optimiste qui travaillait dans la restauration depuis l'âge de 16 ans. « Tu es une naturelle, Chloé », dit Easy un mardi après-midi alors qu'elle polissait l'argenterie avant le service du soir. Une sorte de naturel bizarre. Tu ne perds jamais ton sang-froid. Ce type hier soir, celui qui a renvoyé son steak 3 fois. Tu l'as géré comme si tu désamorçais une bombe. Je le lui aurais jeté sur les genoux. Chloé esquissa un petit sourire. Le manuel dit de maintenir un comportement calme et orienté vers la solution. Easy renifla, ses mains se déplaçant dans un flou de tissu blanc et d'acier. Ah, oui! La Sainte Bible, écrite par un col blanc qui n'a probablement jamais porté une assiette chaude de sa vie. Facile pour eux de l'écrire, plus difficile pour nous de le vivre.
Le sourire de Chloé se crispa. Elle voulait hurler. Je suis ce col blanc. J'ai porté 1 millier d'assiettes virtuelles et analysé 10 000 plaintes pour vous faciliter la vie. Mais elle a juste dit, j'imagine. Le mardi en question a commencé comme n'importe quel autre. Le service du déjeuner était un bourdonnement constant de pouvoir tranquille. Chloé se déplaçait dans sa section avec une efficacité qui était une seconde nature. Elle était dans sa zone, un état de calme concentré où elle pouvait anticiper le besoin d'un client de se faire resservir de l'eau avant même qu'il n'atteigne son verre. Puis, à 13h15, il est arrivé. Damien Sterling. Même si elle ne l'avait pas reconnu des couvertures de Forbes et Challenge, le changement dans l'atmosphère du restaurant l'aurait annoncé. Un silence est tombé. Frank, le directeur, s'est matérialisé près du pupitre d'accueil, le dos soudainement plus droit. Sterling n'était pas seulement riche. Il était une force de la nature, un raideur d'entreprise connu pour acheter des sociétés, les dépecer pour leurs actifs et repartir avec une fortune encore plus grande. Son surnom à la défense était le croque-mort, car partout où il allait, les carrières mouraient. Il était avec un homme plus jeune, à l'air nerveux, dans un costume qui en faisait trop. Chloé a regardé l'hôtesse, une jeune femme nommée Maeva, les conduire non pas à une table ordinaire, mais à la banquette 12, la meilleure place, la banquette d'angle avec une vue panoramique sur le parc. C'était la section de Chloé. Frank s'est précipité vers elle. « Chloé, tu as Sterling, dit-il, la voix basse et tendue. Sois parfaite. Pas juste bonne. Parfaite. Cet homme est célèbre pour être particulier. » Je comprends, Frank, dit-elle, sa voix ne trahissant rien de la peur froide qui se nouait dans son estomac. Alors qu'elle s'approchait de la table, carafe d'eau à la main, elle l'observa. Il était plus mince que sur ses photos, avec des traits anguleux et acérés, et des cheveux couleur limaille de fer parsemés de gris aux tempes. Il disséquait le menu avec la même intensité qu'il utilisait probablement sur un bilan d'entreprise. Son associé, qu'il appelait Peterson, était assis raidement, les yeux balayant la pièce comme s'il cherchait une sortie. « Bonjour, messieurs. Bienvenue au Moineau Doré. Puis-je vous proposer de l'eau pour commencer ? » « Nous avons de l'eau plate ou pétillante, » dit Chloé, sa voix ayant le ton modulé parfait prescrit à la page 22 de la méthode Aurélien. Sterling ne leva pas les yeux. « Paddlant. Sans Pellegrino, avec une tranche de citron vert coupé en quartiers, pas en rondelles. Et assurez-vous que le verre n'a pas de traces de rouge à lèvres. Le dernier endroit où je suis allé avait ce problème. » Peterson Trusselet. « Oui, bien sûr, monsieur. » « Je parlais à elle, » dit Sterling, sa voix tranchant l'air. Il leva enfin son regard vers Chloé. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque incolore, et totalement dépourvus d'émotion. Il ne regardait pas une personne. Il scannait un actif à la recherche de défauts. « Bien sûr, monsieur. Une San Pellegrino, quartier de citron vert, vert impeccable, » répondit Chloé, son visage un masque de calme professionnel. Elle ne s'y a pas. Elle avait écrit le protocole pour les demandes de clients excessivement spécifiques à la page 98. Valider la demande, répéter pour plus de clarté, et exécuter sans faille. Le déjeuner fut un champ de mine. Sterling questionna chaque ingrédient. Les coquilles Saint-Jacques poêlées, dit-il en tapotant le menu. Sont-elles pêchées en plongée ou à la drague? En plongée, monsieur. De la baie de Saint-Brieuc, répondit Chloé sans hésitation. Et le risotto qui l'accompagne, est-il fait avec du riz Carnaroli ou arborio? Carnaroli, pour sa teneur plus élevée en amidon et sa texture plus ferme. Quel est le millésime du Sancerre que vous recommandez? 2023, monsieur. Ce fut une année spectaculaire pour la vallée de la Loire. Vif, avec une excellente minéralité. Il tranchera magnifiquement avec la richesse du risotto. Elle répondit parfaitement à chaque question. C'était comme un examen oral sur un sujet qu'elle avait inventé. Peterson semblait de plus en plus impressionné, voire soulagé. Sterling, cependant, restait impassible. Il commanda les Saint-Jacques, tandis que Peterson, après un signe de tête de son patron, commanda la même chose. En servant le repas, Chloé opéra avec une précision chirurgicale. Elle posa les assiettes par la droite, débarrassa par la gauche. Elle versa le vin au niveau exact. Elle anticipa leurs besoins de plus de pain. Elle était un fantôme, une servante parfaite, exactement ce que son manuel exigeait. Sterling Manhaya and silence, son expression illiceable. Quand il eut fini, il poussa son assiette d'1 centimètre vers l'avant. C'était le signal. Chloé débarrassa la table. Tout était à votre satisfaction, monsieur. Pour la première fois, une lueur de quelque chose traversa le visage de Sterling. Ce n'était pas du plaisir. C'était une sorte d'amusement froid. C'était adéquat, dit-il, le mot flottant dans l'air comme une insulte. Il refusa dessert et café.
Just Edition. Chloé apporta le portefeuille en cuir contenant l'addition de 348,50 €. Elle le posa discrètement sur la table et se tourna pour partir. Attendez, ordonna Sterling. Elle se retourna. Il tenait son stylo main blank. Il regarda d'elle à l'addition, puis de nouveau à elle. Un long moment de silence passa. Il la faisait attendre là. Un jeu de pouvoir délibéré. Finalement, il griffonna sur la copie du commerçant, la remit dans le portefeuille et se leva. Peterson se leva précipitamment. Sans un autre mot ni un seul regard dans sa direction, Damien Sterling sortit du restaurant, laissant un sillage de silence derrière lui. Le cœur de Chloé battait la chamade. Elle attendit qu'il soit dans l'ascenseur avant d'oser s'approcher de la table. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le portefeuille. Elle regarda d'abord le reçu de la carte de crédit. Sur la ligne du pourboire, il avait tracé une ligne épaisse et définitive à travers l'espace et écrit un grand 0 austère. Son souffle se coupa. C'était une gifle. Un pourboire de 0 d'un milliardaire n'était pas seulement de la radinerie. C'était une déclaration. C'était destiné à humilier. Mais c'est la note qu'il avait griffonnée au bas du reçu qui fit se vider son visage de tout son sang. 4 mots écrits d'une écriture acérée et colérique. Personnel clairement non formé. Non formé? Le mot résonnait dans l'espace vide et silencieux de son esprit. Il ne l'avait pas seulement insulté. Il avait porté un coup de rasoir au cœur même de sa vie professionnelle, à la seule chose dans laquelle elle avait mis toute son âme. Il avait regardé l'incarnation vivante de son travail, son chef-d'œuvre de service, et l'avait déclaré sans valeur. Elle resta là, figée, le reçu serré dans sa main. Frank et Izzy la regardaient de l'autre côté de la salle, leurs visages empreints d'inquiétude. Mais Chloé ne pouvait pas les voir. Tout ce qu'elle voyait, c'était ces 4 mots. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de mensonge. Et à ce moment-là, le fantôme de Chloé Martin, la directrice d'entreprise, commença à s'agiter de son sommeil, et une colère froide et dure commença à prendre racine. Une colère qui promettait de ne pas rester silencieuse bien plus longtemps. Le trajet jusqu'au vestiaire des employés fut le plus long de la vie de Chloé. Chaque pas sur le sol en béton poli du couloir de service faisait écho aux mots dans sa tête. Non formé. Non formé. Non formé. Elle sentait une douzaine de paires d'yeux dans son dos. Les nouvelles dans un restaurant voyagent plus vite qu'un plateau de boissons renversé. Le commis, les cuisiniers, les autres serveurs, ils savaient tous. Le milliardaire de la banquette 12 ne lui avait rien laissé. Elle poussa la porte du vestiaire et s'appuya contre le métal froid de son casier, le reçu offensant toujours froissé dans son poing. Le 0 ressemblait à une marque au fer rouge, la note, une dernière torsion cruelle du couteau. Izzy entra quelques instants plus tard, son énergie pétillante habituelle remplacée par une fureur silencieuse. J'ai vu ce fils de... Je ne peux même pas le dire. Chloé, ne le laisse pas t'atteindre. C'est un vieux goule misérable qui prend probablement son pied à rabaisser les gens. Il a dit que je n'étais pas formé, Izzy, murmura Chloé, la voix rauque. J'ai tout fait selon le livre. Tout. Le livre ne tient pas compte des sociopathes, rétorqua Izzy en s'asseyant sur le banc à côté d'elle. Frank est allé à la table après leur départ. Il a dit que c'était impeccable, pas une miette de travers. Il est furieux. Il va offrir le repas pour que ça ne gâche pas ta caisse. Ce n'est pas la question, dit Chloé, finissant par déplier le reçu. Elle fixa l'écriture acérée et arrogante de Sterling. Il n'était pas seulement radin. C'était délibéré. C'était une performance. Qu'est-ce que tu veux dire? Les questions sur la nourriture, le vin, le fait de me faire attendre pendant qu'il signait l'addition. Il me testait. Il cherchait une raison d'être insatisfait. Et quand il n'en a pas trouvé, il en a simplement inventé une. Frank apparut à l'embrasure de la porte, le visage sombre. Chloé, ça va? Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis dans ce métier depuis 30 ans. Certaines personnes sont juste des trous noirs. Ils aspirent la joie de tout. Tu as fait un travail parfait. Chloé leva les yeux vers son directeur, un homme qui, sans le savoir, la félicitait d'avoir suivi les règles qu'elle avait elle-même écrites. L'ironie était une nouvelle vague de nausée. Merci, Frank. Prends 15 minutes de plus, dit-il avec un sourire triste. Et pour ce que ça vaut, je préférerais une équipe de gens non formés comme toi à un pro comme lui n'importe quel jour. Mais l'insulte de Sterling la rongeait. C'était plus qu'un affront personnel. C'était comme une attaque contre tout le système qu'elle avait si minutieusement construit, un système conçu pour créer de la valeur, pour favoriser le respect entre le client et le personnel. Il avait regardé ce système et avait craché dessus. Le reste du service fut un brouillard. Chloé se déplaçait comme un automate, son sourire plaqué sur son visage, ses mouvements précis, mais son esprit était un maelstrom.
Elle rejouait sans cesse le déjeuner, chaque mot, chaque geste. Que avait-elle manqué? Qu'avait-il vu? La réponse était glaçante. Il avait vu exactement ce qu'il voulait voir, la perfection, et il avait choisi de l'appeler un défaut. Le lendemain matin, la raison devint terriblement claire. Chloé était assise à la petite table de kitchenette de son appartement exigu de Belleville, sirotant une tasse de café et essayant d'aider Sophie avec une dissertation pour une bourse d'études via FaceTime. Le visage lumineux et plein d'espoir de Sophie contrastait violemment avec l'effroi gris qui s'était abattu sur Chloé. Alors, je soutiens que les microcrédits ont un impact à plus long terme sur le développement communautaire que les subventions d'entreprises à grande échelle. Qu'en penses-tu? Demanda Sophie. C'est une thèse solide, sauf, dit Chloé, essayant d'injecter un peu d'enthousiasme dans sa voix. Assure-toi juste de l'étayer avec des données solides. Toujours les données, la taquina Sophie. Tu es une vraie intello. Une alerte pingua sur l'ordinateur portable de Chloé. C'était une notification de nouvelles des Échos, un vestige de sa vie d'entreprise. Le titre lui glaça le sang. Sterling Venture annonce une OPA hostile sur le groupe de restauration Aurélien. Sa main vola à sa bouche. La voix de Sophie s'estompa en arrière-plan alors que Chloé cliquait sur le lien, son cœur martelant contre ses côtes. L'article exposait tout. La société d'investissement de Damien Sterling, Sterling Venture, tentait de prendre une participation majoritaire dans Aurélien. L'action avait été sous-évaluée, disait l'article, et Sterling était un investisseur vautour connu pour acquérir de telles entreprises. Et puis elle vit la citation de Sterling lui-même. Elle faisait partie de sa déclaration officielle, sa justification de la prise de contrôle. Le groupe Aurélien est devenu complaisant, disait la déclaration. Ces marques, bien qu'autrefois prestigieuses, souffrent d'un manque de surveillance rigoureuse et de défaillances systémiques dans la formation du personnel. L'expérience client est devenue incohérente. La soi-disant méthode Aurélien n'est qu'un slogan marketing creux. Mon entreprise y voit une valeur potentielle significative, mais seulement après une refonte opérationnelle complète, qui inclura la rationalisation des redondances et la mise en œuvre d'un modèle de service plus discipliné et axé sur les résultats. Chloé laissa tomber son téléphone. Le visage de Sophie, figé en pleine phrase, tomba bruyamment sur la table. Défaillance systémique dans la formation du personnel. Un slogan marketing creux. Ce n'était plus une note sur un reçu. C'était une déclaration de guerre. Son déjeuner d'hier, les questions, le pourboire de 0, la note, tout cela était des munitions. Il n'avait pas été un client. Il avait été en mission de reconnaissance. Il était venu au moineau doré, le joyau de la couronne de la chaîne, spécifiquement pour trouver des défauts et construire un récit pour dévaluer l'entreprise. Il devait prouver que la direction actuelle était incompétente et que la marque était ternie, rendant son offre au rabais non seulement raisonnable, mais nécessaire. Et elle, Chloé Martin, l'architecte du système même qu'il dénigrait, lui avait servi ses preuves sur un plateau d'argent. Son service parfait avait été transformé en une étude de cas de son propre échec professionnel. Le mot « un non formé » n'était pas une insulte aléatoire d'un client impoli. C'était un poignard calculé, visant le cœur de l'entreprise et, par extension, le sien. « Chloé? Chloé? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. » La voix de Sophie grésillait depuis le téléphone sur la table. Chloé le ramassa, sa main tremblante. « Ça va, sauf. Quelque chose vient de se passer au travail. » Ah, le mensonge avait un goût de cendre. C'était tellement plus grand que le travail. Il s'agissait de son héritage, de son nom, même si personne ne savait que c'était le sien. Sterling prévoyait d'acheter Aurélien, de le vider de sa substance et de licencier des milliers de personnes. Des gens comme Frank et Izzy. Tout cela basé sur un mensonge. Un mensonge qu'il avait construit à partir d'une seule interaction mise en scène avec elle. Pendant 6 mois, elle s'était contentée d'être un fantôme, d'être invisible. Elle avait ravalé sa fierté, fait le travail et essayé d'oublier la femme qu'elle était. Mais Damien Sterling n'avait pas seulement insulté une serveuse. Il avait réveillé la directrice. Elle mit fin à l'appel avec Sophie, promettant de la rappeler. Puis elle se dirigea vers le placard de sa chambre. Au fond, cachée derrière de vieux manteaux d'hiver, se trouvait une unique mallette noire et élégante. Elle ne l'avait pas ouverte depuis le jour où elle avait été licenciée. D'un clic, elle ouvrit les verrous. À l'intérieur, niché parmi des dossiers et une carte d'identité d'entreprise désormais inutile, se trouvait un livre impeccable relié en cuir bleu marine. À la méthode Aurélien, une philosophie du service, version 3.0, par Chloé Martin. Elle passa ses doigts sur son nom, embossé en lettres d'or sur la page de garde. C'était un nom que Sterling ne connaissait pas, un détail qu'il avait négligé. Mais il n'avait pas seulement le manuel. Elle avait les données.
Dans la mallette se trouvait un disque dur. Dessus se trouvaient des années de recherche, les résultats bruts des sondages, les protocoles de test A&B pour le langage de service, les modèles financiers qui prouvaient le retour sur investissement de ces systèmes. Elle avait les emails de M. Caldwell, le PDG, louant son travail comme « révolutionnaire » et « une pierre angulaire de notre identité de marque ». Elle avait les chiffres avant et après, l'augmentation de 18% de la fidélisation de la clientèle, la baisse de 22% du turnover du personnel. Elle avait les faits. Il avait une opinion, née de la malveillance et de la cupidité. Un nouveau type de feu s'alluma en elle. Ce n'était pas la colère chaude et fugace d'une serveuse lésée. C'était la fureur froide et concentrée d'une stratège dont le travail avait été volé et perverti. Il l'avait traité de non formé. Il avait qualifié l'œuvre de sa vie de slogan creux. Il n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Damien Sterling voulait écrire une nouvelle histoire pour le groupe Aurélien, une histoire d'échec et de décadence. Mais Chloé Martin réalisa qu'elle était la seule à détenir le manuscrit original, avec toutes les notes de l'auteur dans les marges, et elle était sur le point d'écrire une nouvelle fin. Le claquement de la porte de son appartement résonna avec une finalité qui la surprit elle-même. Chloé s'appuya contre elle, le bois bon marché frais contre son dos, et prit une profonde inspiration saccadée. L'air dans son appartement exigu de Belleville n'avait jamais semblé si chargé, si plein de potentiel. Pendant 6 mois, cet espace avait été un refuge, un endroit pour panser ses blessures et se cacher du monde. Maintenant, c'était un centre de commandement. Elle se fit porter pâle au moineau doré, sa voix un mélange convaincant de fatigue et d'excuses. Franck fut immédiatement prévenant. « Bien sûr, Chloé, prends tout le temps dont tu as besoin. Ne t'inquiète de rien ici. » La gentillesse dans sa voix, l'inquiétude sincère pour la serveuse qu'il pensait encore sous le choc de l'insulte d'un milliardaire, était tout le carburant dont elle avait besoin. Lui et des milliers comme lui étaient la raison pour laquelle elle se battait. Son premier acte fut de ressusciter un fantôme, son ancien moi. Du fond du placard de sa chambre, enterrée sous une pile de vêtements hors saison, elle récupéra une élégante mallette en cuir noir. C'était une relique de sa vie passée, intacte depuis le jour où Arthur Caldwell avait poliment et efficacement démantelé sa carrière. Les 2 verrous s'ouvrirent avec un son semblable à celui d'une culasse de fusil qu'on arme. L'odeur familière de cuir et de papier de qualité emplit l'air. À l'intérieur se trouvaient les artefacts de la femme qu'elle avait été, une pile de cartes de visite avec son nom et son titre, une carte d'identité d'entreprise désormais inutile et un lourd stylo en argent. Et sous tout cela, un petit disque dur externe noir, son arche. En le branchant sur son ordinateur portable, elle vit des années de sa vie inonder l'écran. Pas seulement la version finale et peaufinée de la méthode Aurélien, mais tout ce qui avait contribué à sa création. Les données brutes de milliers de sondages clients, les transcriptions des groupes de discussion avec des serveurs nerveux et pleins d'espoir, les modèles financiers, un labyrinthe de feuilles de calcul qui projetait le retour sur investissement du respect des employés. Tout était là, un monument numérique à une philosophie que Damien Sterling avait rejetée d'un trait de plume. L'étape suivante était la reconnaissance. Avec un mélange d'appréhension et de satisfaction sinistre, elle ouvrit un navigateur sécurisé et navigua vers le portail interne des employés du groupe Aurélien. Ses identifiants, Martin.c, étaient enregistrés dans le navigateur. Elle tapa son ancien mot de passe, Aurélien 2024, s'attendant pleinement à un message rouge, accès refusé. Au lieu de cela, le portail se chargea. Une vague de mépris la submergea. Dans leur précipitation à rationaliser, ils n'avaient même pas pris la peine de suivre les protocoles de sécurité de base comme la désactivation de l'accès des directeurs principaux licenciés. Leur incompétence était maintenant son arme. Pendant des heures, elle fut un fantôme numérique, se déplaçant silencieusement à travers le serveur de l'entreprise. Elle trouva ce qu'elle s'attendait à trouver, le chaos. Elle lut des chaînes de mails paniquées entre les membres du conseil d'administration, leur langage une danse frénétique autour du cours de l'action en chute libre. Elle vit des brouillons successifs de communiqués de presse, chacun plus faible et plus défensif que le précédent. Elle trouva un rapport préliminaire commandé en réponse à l'offre de Sterling qui commençait déjà à intérioriser son récit, suggérant des mesures agressives de réduction des coûts et une réévaluation des dépenses de formation. Il se préparait à sacrifier son travail sur l'autel de l'apaisement. La rage, froide et pure, s'installa dans ses os. Il ne s'agissait plus seulement de sa fierté. Il s'agissait d'empêcher un massacre. Elle retourna à ses propres données, ses doigts volant sur le clavier. Elle n'était plus une serveuse ou une directrice maintenant. Elle était une avocate construisant un dossier en béton. Elle ne se contenta pas de compiler les données. Elle les tissa en un récit indéniable. La présentation qu'elle construisit était une masterclass en guerre d'entreprise. Elle commença avec les propres mots de Sterling, en gros et en gras sur l'écran,
défaillance systémique dans la formation du personnel. Un slogan marketing creux. Puis elle les démantela, pièce par pièce brutale. Elle créa une diapositive montrant la réduction de 22% du turnover du personnel, non pas en pourcentage, mais en chiffres humains, 482 employés qui avaient choisi de rester. Elle traduisit les économies, 4,3 millions d'euros, en actifs tangibles, l'équivalent de la construction et du lancement d'un nouveau restaurant phare. Elle visualisa l'augmentation de 18% de la satisfaction client avec un graphique vibrant à tendance ascendante, mais elle l'annota avec des citations réelles de sondage client. Les citations mêmes qu'elle avait passé des mois à analyser. Le serveur était si intuitif, c'était comme s'il lisait dans mes pensées, disait l'un. Le meilleur service que j'ai eu en 10 ans. On sent que votre personnel est heureux d'être là, disait un autre. Pour le coup de grâce final, elle croisa les dates de déploiement de ces systèmes avec les rapports de résultats trimestriels d'Aurélien. La corrélation était indéniable. Le lancement de la méthode Aurélien précédait directement une augmentation soutenue de 7% des ventes à périmètre constant, soit plus de 50 millions d'euros de revenus supplémentaires. Elle intitula la diapositive « Le retour sur investissement du slogan creux ». À l'aube, elle avait une arme, une présentation de 15 diapositives sauvegardées sur une minuscule clé USB qui semblait maintenant plus lourde qu'un lingot d'or. Mais une arme est inutile sensible. Un email serait supprimé. Un appel resterait sans réponse. Elle devait lui faire face. Elle devait le regarder dans les yeux et voir son empire de mensonges s'effondrer. Une recherche frénétique dans les journaux économiques et les sites d'information lui donna la réponse. Dans 3 jours, Damien Sterling, le croque-mort de la défense, donnait le discours d'ouverture au colloque, le futur de l'hôtellerie. L'hypocrisie était à couper le souffle. Il allait se tenir devant ses pairs et prêcher sur l'avenir d'une industrie qu'il essayait activement de vider de sa substance. Le lieu était le Hyatt Regency Paris Étoile, une véritable forteresse de salles de conférences et d'agents de sécurité. Son plan commença à se former, un pari fou et audacieux né du désespoir et de la connaissance unique glanée au cours d'années dans l'industrie des services. Elle savait que les événements de cette envergure étaient des écosystèmes avec leur propre hiérarchie et angle mort. Pendant que tout le monde regardait la scène, personne ne regardait les gens qui servaient les boissons. Elle fit défiler jusqu'au bas de la page web de l'événement, passant les photos des intervenants et le programme des tables rondes. Elle trouva ce qu'elle cherchait en petits caractères, la liste des fournisseurs officiels. Traiteur du salon VIP fourni par Prestige événementiel. Un sourire narquois effleura ses lèvres. Elle connaissait Prestige. C'était un acteur majeur, connu pour son efficacité et son uniforme standardisé strict, pantalon noir uni, chemise blanche impeccable, cravate noire simple et chaussures noires antidérapantes et cirées. C'était l'uniforme de l'invisible. Le lendemain fut consacré à l'acquisition. Un voyage dans un magasin de fournitures pour uniformes dans un coin morne d'Aubervilliers lui fournit les vêtements. Il semblait rigide et étranger contre sa peau. En regardant son reflet, elle vit une étrangère. Pas Chloé la directrice dans ses tailleurs sur mesure, ni Chloé la serveuse dans son tablier du moineau doré. C'était quelqu'un de nouveau, un soldat enfilant son camouflage. Elle s'entraîna à tenir un plateau de service, ses mouvements économiques et fluides, exactement comme elle l'avait enseigné à d'autres. Elle attacha ses cheveux en un chignon si sévère qu'il tirait sur ses tempes, effaçant ses traits en un masque d'anonymat professionnel. Le matin du colloque arriva, gris et tendu. Chloé sentit un tremblement de peur dans ses mains en attachant la cravate noire. Était-ce insensé? Et si elle se faisait prendre? Sterling avait les ressources pour l'écraser, pour l'enterrer sous les litiges jusqu'à ce qu'elle soit ruinée et brisée. Elle pensa au visage joyeux d'Izzy. Elle pensa aux yeux fatigués mais honnêtes de Frank. Elle pensa à sa sœur, Sophie, si pleine d'espoir pour un avenir que Chloé se battait pour assurer. La peur recula, remplacée par une résolution d'acier. Elle n'essaya pas la porte d'entrée de l'hôtel. Elle fit le tour du pâté de maison jusqu'à l'entrée de service, un monde bourdonnant et chaotique de chariots qui s'entrechoquent et de voix qui crient. Elle synchronisa son entrée parfaitement, se glissant derrière un groupe de vrais employés de Prestige qui poussaient un chariot de linge. Serrant un plateau de verre à eau vide qu'elle avait apporté de chez elle comme accessoire, elle entra avec la confiance imméritée de quelqu'un qui était à sa place. Personne ne sia. Personne ne posa de questions. Elle n'était qu'un corps de plus remplissant un uniforme. Naviguant dans les couloirs labyrinthiques des coulisses de l'hôtel, elle suivit les panneaux indiquant la grande salle de bal. Son cœur martelait contre ses côtes, mais son visage restait placide, ses pas mesurés. Elle trouva le salon VIP, un espace feutré et opulent surplombant le hall de conférences animé, et à travers les portes vitrées, elle le vit, Damien Sterling. Il était au centre d'une petite galaxie de sycophantes, une coupe de champagne tenue légèrement dans sa main.
Il rayonnait d'un pouvoir suffisant et inattaquable. Et debout juste à côté de lui, riant à quelque chose qu'il venait de dire, se tenait Arthur Caldwell. La vue de son ancien patron courtisant si avidement l'homme qui menaçait de détruire son entreprise envoya une nouvelle décharge d'adrénaline à travers elle. Chloé prit une profonde inspiration, attrapa un plateau de flûte de champagne fraîche sur une station voisine et poussa les portes. Le bourdonnement de la conversation l'enveloppa. Elle se déplaça dans la pièce, un spectre silencieux en noir et blanc. Toute la culture d'entreprise est un passif, disait Sterling, sa voix de baryton confiant tranchant le murmure. Il jacasse sur la responsabilisation et le service holistique. Je me soucie de la valeur pour l'actionnaire. Nous allons dégraisser, automatiser les redondances et reformer les survivants de fond en comble. Il y a une mine d'or là-dedans une fois que vous avez éliminé les bêtises sentimentales. Caldwell hocha vigoureusement la tête, son visage un masque d'accord adulateur. A une vision audacieuse, Damien. Exactement le genre de leadership décisif qui manquait à Aurélien. Chloé sentit une vague de nausée. Alors qu'elle s'approchait du groupe, prête à passer à l'action, ses yeux balayèrent la pièce et se fixèrent sur une silhouette se tenant seule près de la fenêtre. Son souffle se coupa. C'était Rebecca Farao, la chroniqueuse crainte et respectée du journal Le Monde. Sa chronique, le rapport Farao, était une lecture obligatoire à la défense, célèbre pour faire et défaire les carrières. Farao n'observait pas seulement. Elle chassait, ses yeux ne manquant rien. Le plan, déjà audacieux, s'élargit soudainement. Il ne s'agissait plus seulement de confronter Sterling. Il s'agissait de donner la performance d'une vie à la critique la plus importante de la pièce. Elle regarda Sterling terminer sa conversation et donner à Caldwell une tape dédaigneuse sur l'épaule, se tournant pour partir. Rebecca Farao croisa son regard, et ils échangèrent un bref signe de tête professionnel. C'était son moment, l'espace entre Sterling et la porte de la salle de bal. Chloé bougea, se plaçant directement sur son chemin, son plateau tenu aussi stable que le scalpel d'un chirurgien. « Excusez-moi, monsieur Sterling, dit-elle. Sa voix était calme, mais elle trancha l'air avec une précision exercée. Il s'arrêta, un éclair d'irritation traversant son visage alors que ses yeux balayaient son uniforme, la rejetant comme un obstacle mineur. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis en retard. »« Je crois que vous avez oublié quelque chose au moineau doré mardi, » dit-elle, ses yeux rivés sur les siens. Elle n'éleva pas la voix. Elle le força à se pencher dans son espace. La confusion luttait avec l'arrogance sur son visage. « Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Écartez-vous de mon chemin. »« Vous avez écrit une note, » insista-t-elle, ignorant son ordre. Du coin de l'œil, elle vit Rebecca Farao faire un demi-pas en avant, son intuition de journaliste s'éveillant. « Sûr. Le reçu. Vous avez dit que le personnel n'était pas formé. J'étais votre serveuse. » La reconnaissance se fit jour, suivie d'un sourire froid et cruel. Il se souvenait. « Ah, oui. Le service était, si je me souviens bien, profondément inadéquat. Un parfait exemple de la décadence de l'entreprise. Si vous avez une plainte, adressez-vous à votre directeur. Certains d'entre nous ont un travail important à faire. » Il essaya de la contourner, mais elle imita son mouvement, lui barrant à nouveau le chemin. Le plateau dans sa main était son bouclier. « Mon directeur a trouvé mon service impeccable, » dit Chloé, sa voix gagnant un tranchant d'acier. Parce que mon service était une exécution à la lettre du protocole de formation officielle de l'entreprise. Un protocole détaillé dans un manuel appelé la méthode Aurélien. Sterling laissa échapper un rire court et dérisoire. Caldwell, qui s'était approché, semblait profondément mal à l'aise. Un slogan creux, se moqua Sterling, répétant les mots de son communiqué de presse. Du jargon d'entreprise sans signification. C'était le précipice. Chloé prit une inspiration et plongea. Ce n'est pas du jargon, monsieur Sterling. C'est une stratégie opérationnelle de 250 pages avec un plan de mise en œuvre entièrement chiffré, soutenu par 2 ans de recherche et développement. Une stratégie que j'ai personnellement rédigée. Le sourire narquois sur le visage de Sterling se figea, puis fondit, remplacé par un air d'incrédulité totale. La couleur quitta le visage d'Arthur Caldwell. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Chloé se redressa, sa voix résonnant avec une clarté et une autorité qui n'avaient pas été entendues depuis des mois. Elle remplit le silence soudain et choqué du salon. Je m'appelle Chloé Martin. Pendant 3 ans, j'ai été la directrice nationale de la formation et de l'expérience client pour le groupe de restauration Aurélien, jusqu'à ce que mon poste soit jugé redondant. La serveuse non formée que vous avez insultée et à qui vous n'avez rien laissé est l'architecte du système même que vous utilisez comme excuse pour démanteler une entreprise à des fins lucratives. Elle sortit de sa poche la petite clé USB, la tenant entre son pouce et son index comme un détonateur. Elle rompit le contact visuel avec Sterling,
tournant légèrement la tête pour s'assurer qu'elle était dans le champ de vision de Rebecca Farao. La journaliste se tenait maintenant à quelques mètres seulement, son expression d'une concentration électrisante. Ce slogan creux, annonça Chloé à la salle, est directement responsable d'une réduction de 22% du turnover du personnel et d'une augmentation documentée des revenus de 50 millions d'euros. L'OPA hostile de M. Sterling est entièrement fondé sur un mensonge. Un mensonge qu'il a concocté après que je lui ai servi un repas parfait. Elle regarda enfin Farao, une invitation silencieuse dans ses yeux. Il a une opinion. J'ai les données pour prouver qu'il a tort. Le salon VIP était absolument silencieux. Damien Sterling, le croque-mort des entreprises, l'homme qui faisait bouger les marchés d'un murmure, était sans voix, son visage un masque de fureur tonitruante. Il avait été pris en embuscade, exposé et humilié, non pas par une entreprise rivale dans une salle de conseil, mais par une femme invisible en uniforme de serveuse au milieu de son propre tour de victoire. Rebecca Farao s'avança, ses yeux brillants de l'ivresse de la mise à mort. Elle passa devant le milliardaire abasourdi et s'arrêta devant Chloé. « Mademoiselle Martin, dit Farao, sa voix un bourdonnement bas et urgent. Je pense que vous et moi devrions trouver un endroit calme pour parler. Tout de suite. » Le silence dans le salon VIP était un vide, aspirant tout l'air et le son de la pièce. Pendant un battement de cœur, tout le monde était figé, un tableau vivant de choc et d'incrédulité. Le visage de Damien Sterling était une toile de rage apoplectique, sa peau virant au rouge tacheté. Arthur Caldwell avait l'air sur le point de s'évanouir, ses yeux écarquillés par l'horreur d'un homme qui vient de voir sa propre carrière être torpillée. C'est Rebecca Farao qui rompit le charme. Avec la grâce prédatrice d'un faucon repérant sa proie, elle se déplaça. Elle posa une main ferme et possessive sur le bras de Chloé, créant ainsi un bouclier autour d'elle. « Par ici » ordonna-t-elle, sa voix basse et tranchante, destinée à Chloé seule. Elle commença à diriger Chloé vers une porte latérale marquée « privée », laissant derrière elle les ruines fumantes de la réputation de Damien Sterling. Alors qu'elle marchait, une cacophonie éclata dans leur sillage. Les murmures se transformèrent en chuchotements frénétiques. Des téléphones portables étaient déjà levés. Sterling retrouva enfin sa voix, un rugissement étranglé de « sécurité ». Arrêtez-la. Mais il était trop tard. Farao, une titan de l'industrie à part entière, montra simplement une carte de presse à un garde déconcerté et entraîna Chloé dans le sanctuaire d'une salle de réunion vide, verrouillant la porte derrière elle. La pièce était fade et impersonnelle, mais elle ressemblait à un bunker au milieu d'une bataille. L'adrénaline qui avait chanté dans les veines de Chloé commença à refluer, laissant place à un tremblement profond et viscéral. Elle l'avait fait. Elle avait affronté le dragon et traversé le feu. Maintenant, elle devait faire face aux brûlures. « D'accord, mademoiselle Martin, » dit Farao, son attitude professionnelle reprenant le dessus. Ses yeux brillaient d'une intensité presque aussi intimidante que la fureur de Sterling. « Ne parlez à personne d'autre. Ne répondez pas à votre téléphone. Pour l'instant, votre histoire m'appartient. Montrez-moi ce que vous avez. » Avec des mains légèrement tremblantes, Chloé prit la clé USB et la brancha sur l'ordinateur portable fin de Farao. Elle cliqua pour ouvrir le fichier de présentation. « Tout est là, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Pendant l'heure qui suivit, Chloé présenta à Rebecca Farao l'œuvre de sa vie. Farao n'était pas un public facile. Elle était incisive, sceptique et implacable. Elle l'interrompait avec des questions pointues, cherchant les faiblesses dans les données. « Comment pouvez-vous être certaine que cette augmentation de 7% est directement corrélée à votre programme et non aux tendances du marché ?» demanda Farao en désignant un graphique. « Parce que j'ai utilisé des groupes de contrôle », répliqua Chloé en passant à une diapositive d'annexe cachée. 30 restaurants dans le groupe test, 10 dans le groupe de contrôle. Le groupe de contrôle, qui a continué avec l'ancien modèle de formation, n'a vu qu'une augmentation de 1,2% sur la même période. La variable était la formation. La variable était la méthode Aurélien. Le scepticisme de Farao fondit lentement, remplacé par une excitation naissante et vorace. Elle vit les emails de Caldwell louant le travail, révolutionnaire, de Chloé. Elle vit les données brutes, les feuilles de calcul, la preuve. Ce n'était pas seulement une histoire sur un milliardaire impoli. C'était un cas méticuleusement documenté de sabotage d'entreprise avec une héroïne qui s'était cachée à la vue de tous. Alors que Chloé terminait, Farao tapait déjà furieusement sur son téléphone. « Je sors la nouvelle maintenant », dit-elle sans lever les yeux. « Juste le titre. C'est trop gros pour attendre l'édition papier de demain. » Elle montra à Chloé son écran. « Rebecca Farao at Feuderdale Hotel. Bam. » Une source affirme que l'OPA de Damien Sterling sur le groupe Aurélien est basé sur des allégations fabriquées de mauvaise formation. Source,
la femme qui a écrit le manuel de formation, travaillant actuellement comme serveuse dans leur restaurant phare. L'histoire se développe. Hashtag Laura Porfaro, hashtag serveuse versus milliardaire. Chloe Fixel le tweet. Voir sa lutte, toute sa vie des 6 derniers mois condensée en 280 caractères était surréaliste. Serveuse vs milliardaire. Cela semblait si simpliste, et pourtant si puissant. Avant même qu'elle ne puisse le digérer, les notifications commencèrent à affluer. Retweets, réponses, mentions d'autres grands journalistes. L'histoire n'était plus la sienne. Elle appartenait au monde. L'article complet parut sur le site web du Monde juste après minuit. C'était un chef-d'œuvre de destruction journalistique. Pharao avait juxtaposé un portrait professionnel souriant de Chloé de l'époque où elle était directrice à une photo prise au téléobjectif de Sterling sortant en trompe du colloque, le visage déformé par la fureur. Le titre était dévastateur. La serveuse qui a écrit le manuel, au cœur de l'opéra mensongère de Damien Sterling et la femme qui l'a exposé avec un seul repas. L'histoire exposait chaque détail. La cruauté calculée du pourboire de 0 €, la note non formée, la révélation stupéfiante au colloque, et les données irréfutables du disque dur de Chloé. Pharao avait même obtenu un pas de commentaire, paniqué d'Arthur Caldwell et un démenti fanfaron et menaçant de l'équipe de communication de Sterling, qu'elle imprima en entier, laissant leurs mots vides se pendre eux-mêmes. Le téléphone de Chloé, qu'elle avait finalement rallumé, commença à fondre. Les SMS et les messages vocaux affluaient d'anciens collègues, d'amis et même d'inconnus. Le plus important arriva juste après 1 heure du matin. C'était Easy. Chloe Martin. Qu'est-ce qui se passe? Hurlait le SMS, suivi d'un lien vers l'article de Pharao. Je suis assise ici avec Frank. On est bouche bée. C'est toi qui as écrit la Bible? Tu es un génie de l'entreprise secret? Je savais que tu étais trop belle pour être vraie. Je vais te payer tellement de verres. On est tellement, tellement fiers de toi. Des larmes piquèrent les yeux de Chloé. C'était réel. Le respect qui lui avait été refusé, la validation qu'elle avait ardemment désirée, affluaient de toutes parts. Les retombées pour Sterling furent immédiates et catastrophiques. Le matin, son offre sur Aurélien était toxique. Les principaux investisseurs institutionnels de sa propre entreprise, effrayés par les dommages à sa réputation, commencèrent à exiger des réponses. Une société de capital investissement rivale publia une déclaration publique exprimant sa pleine confiance dans la stratégie opérationnelle actuelle et le programme de formation primé du groupe Aurélien. C'était un coup de poignard subtil et brillant dans le dos de Sterling. Le conseil d'administration d'Aurélien, qui était à quelques jours de capituler, se retrouva soudain sur un terrain solide, porté par une vague de soutien public et un cours de l'action en flèche. 2 jours après la publication de l'article, le téléphone de Chloé sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait « Arthur Caldwell ». Elle le laissa aller sur la messagerie vocale, puis écouta le message, une satisfaction sinistre s'installant en elle. « I'll Rapila ». Cette fois, elle répondit, mettant l'appel sur haut-parleur alors qu'elle préparait une tasse de café dans sa petite cuisine. « Chloé », commença Caldwell, sa voix tendue et dépouillée de sa confiance habituelle. « Jay, Chloé, je suis si profondément désolé. Ce que j'ai fait, en te laissant partir. C'était la pire décision commerciale de ma carrière. J'ai été un imbécile et un lâche. J'ai laissé les chiffres sur une feuille de calcul m'aveugler sur la valeur réelle que tu as créée. » Chloé resta silencieuse, le laissant se tortiller. « Le conseil et moi avons voté à l'unanimité pour rejeter l'offre de Sterling, » continua-t-il, se précipitant pour livrer la bonne nouvelle. « Nous avons aussi voté pour réparer ça. Nous voulons te proposer de reprendre ton poste. Pas seulement ton ancien poste. Nous voulons créer un nouveau poste pour toi. Vice-présidente exécutive de la stratégie de l'expérience humaine et client. Relevant directement de moi. Dis-nous ton salaire, Chloé. Quel qu'il soit, nous le paierons. S'il te plaît, reviens à la maison. » L'offre flottait dans l'air, scintillante et séduisante. C'était tout ce qu'elle avait voulu, tout ce dont elle avait rêvé pendant 6 mois angoissants. Le titre, l'argent, la reconnaissance, la vengeance. Mais en regardant son petit appartement, la salle de guerre qui avait lancé un coup d'état d'entreprise, elle réalisa qu'elle n'était plus cette personne. La femme qui voulait retrouver son ancien travail avait été un fantôme. La femme au téléphone maintenant était un général qui venait de gagner une guerre. « Merci pour l'offre, Arthur, » dit-elle enfin, sa voix calme et mesurée. « Je suis sincèrement reconnaissante que le conseil voit la valeur de mon travail maintenant. Mais je dois décliner. » Le silence stupéfait à l'autre bout du fil était plus satisfaisant que n'importe quel salaire. « Je ne peux pas revenir, » expliqua-t-elle, non par dépit, mais par une clarté nouvelle.
Parce que la philosophie que je me suis battu pour défendre est celle que vous et le Conseil étiez prêts à abandonner au premier signe de difficulté. Vous n'avez pas seulement besoin d'une nouvelle vice-présidente, Arthur. Vous avez besoin d'une nouvelle façon de penser. Vous devez intégrer cette philosophie si profondément dans l'ADN de votre entreprise qu'elle ne puisse pas être rationalisée par le prochain tyran avec un gros carnet de chèques. Elle prit une gorgée de son café. Je lance ma propre entreprise, Martin Conseil Hôtelier. Nous allons aider les entreprises à construire des cultures résilientes et centrées sur l'humain, qui sont rentables parce qu'elles sont éthiques, et non en dépit de cela. Je vais prouver que des employés heureux sont le plus grand atout d'une entreprise. Elle marqua une pause, laissant l'idée faire son chemin. Et le groupe Aurélien peut être mon premier client. Mes honoraires de conseil seront substantiels, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. 3 mois plus tard, la porte en verre dépolie d'un bureau lumineux et aéré dans le marais portait l'inscription « Martin Conseil Hôtelier ». À l'intérieur, Chloé se tenait devant un tableau blanc, esquissant un nouveau cadre de travail. Son premier et plus gros client, le groupe Aurélien, avait accepté ses conditions sans négociation. Elle était maintenant en train de reconstruire leur culture d'entreprise de haut en bas, avec le soutien total et indéfectible du conseil d'administration. Ses recommandations avaient été rapides et décisives. Franck, avec ses décennies d'expérience sur le terrain et sa loyauté, était désormais le directeur régional des opérations pour toute la France. Izzy, avec sa passion contagieuse et son leadership naturel, dirigeait désormais le programme de formation nationale au siège d'Aurélien, travaillant aux côtés de Chloé pour réviser et développer la méthode Aurélien. Un soir d'automne frais, Chloé retrouvait Izzy pour dîner, non pas dans une salle du personnel, mais dans un restaurant étoilé concurrent où elles étaient traitées comme des reines. Alors qu'elles riaient autour d'une bouteille de Sancerre coûteux, le téléphone de Chloé vibra. C'était un SMS de Sophie. Je viens de cartonner à mon partiel d'éco. Le prof a utilisé une étude de cas sur la valeur pour les parties prenantes par rapport à la valeur pour les actionnaires. C'était cette histoire folle des infos sur le milliardaire dont l'OPA hostile a été ruiné par une serveuse à qui il a refusé de laisser un pourboire. Ça te dit quelque chose? Il a dit que c'était le meilleur exemple d'asymétrie d'information et de levier de réputation qu'il ait jamais vu. Tellement fier de toi, grande sœur. Tu es littéralement un cas d'école. Chloé sourit, d'un sourire profond et sincère qui atteignit ses yeux. Elle regarda Izzy. De l'autre côté de la table, puis par la fenêtre la promesse infinie et scintillante de la ligne d'horizon de Paris. Le voyage avait commencé par un seul acte humiliant destiné à la faire se sentir sans valeur. Mais il s'était terminé ici. Elle n'était pas un fantôme, une serveuse ou une victime. Elle était un cas d'école, une architecte, une PDG. Elle avait découvert que sa vraie valeur n'était pas quelque chose qu'un homme comme Damien Sterling pourrait jamais lui enlever, car c'était quelque chose qu'il était incapable de comprendre. Ce seul acte dédaigné, un zéro sur une ligne de pourboire, était destiné à mettre fin à une conversation, à déclarer une personne sans valeur. Mais il avait fini par déclencher une révolution. L'histoire de Chloé Martin est un rappel puissant qu'il y a une valeur, une expertise et une dignité immense dans chaque métier. Son parcours démontre que la personne qui sert votre café ou vous enregistre à l'hôtel pourrait bien être le génie méconnu qui a conçu tout le système. Son refus de se taire prouve qu'une seule voix, armée de la vérité et d'un peu de courage, peut en effet défier les puissants et remodeler son propre destin. C'est un témoignage du fait que la vraie valeur d'une personne n'est jamais déterminée par l'opinion de quelqu'un d'autre, mais par l'intégrité de son propre travail. La voix de chacun compte, et parfois, il suffit d'une seule personne pour rappeler au monde qu'une philosophie construite sur le respect et la dignité n'est pas un slogan creux, mais l'atout le plus précieux de tous.